Le millionnaire rentra chez lui abattu et fut glacé d'horreur en voyant ce que la nounou avait fait à ses enfants. L'homme qui avait tout, sauf la vie. Le moteur de la Rolls-Royce Phantom s'éteignit, mais Antoine ne bougea pas. Ses mains restaient cramponnées au volant avec une telle force que ses jointures étaient blanches, tendues, comme si lâcher le contrôle du véhicule signifiait perdre le contrôle de sa propre existence. Il respira profondément, mais l'air conditionné de la voiture, avec son odeur artificielle de cuir neuf et de pain, ne parvenait pas à combler le vide qu'il ressentait dans sa poitrine. Il venait de sortir d'une réunion qui avait duré 6 heures. Il avait conclu un accord qui assurerait l'avenir de son fonds d'investissement pour une décennie de plus, un chiffre avec tant de zéros qu'il ferait tourner la tête à n'importe qui. Ses associés avaient fait sauter le bouchon de champagne, lui avaient tapé dans le dos, lui avaient dit qu'il était un génie, un requin, le roi de la finance parisienne. Mais là, dans la solitude de son allée, devant l'immense hôtel particulier qu'il appelait chez lui, Antoine se sentait l'homme le plus pauvre du monde. Il regarda la façade de la maison. Elle était imposante, parfaite et absolument terrifiante. Depuis 3 ans, depuis cet appel téléphonique qui lui avait annoncé que son épouse ne reviendrait plus, cette demeure était devenue un mausolée, un lieu de marbre froid, de longs silences et d'ombres qui s'allongeaient trop tôt. Antoine détestait rentrer. Il détestait ce moment exact où il franchissait la porte, et le seul son qu'il accueillait était l'écho de ses propres pas sur le parquet ciré. Il détestait voir ses 5 enfants, si petits, si fragiles, marchant dans les couloirs comme de petits soldats dans une caserne, toujours propres, toujours silencieux, toujours tristes. « Allez Antoine !» se murmura-t-il, desserrant le nœud de sa cravate qu'il sentait comme une corde. « Entre simplement, dîne, donne-leur un baiser de bonne nuit et enferme-toi dans ton bureau. Demain sera un autre jour. » Il descendit de la voiture, traînant son attaché case comme s'il contenait des pierres. Le soleil de l'après-midi tombait lourdement, cette heure dorée que les photographes adorent, mais qui lui rappelait qu'un autre jour s'était écoulé sans qu'il ait vu le soleil. Il se dirigea vers l'entrée principale, mais quelque chose l'arrêta. Un son. Il resta immobile. Il fronça les sourcils, confus. Qu'était-ce? Cela ressemblait à des cris. Son cœur fit un bond. La panique lui monta à la gorge. Un accident. Quelqu'un s'était blessé. Dans cette maison, on ne criait jamais. La discipline imposée par sa belle-mère, Madame Geneviève de Valois, et par les nounous strictes précédentes, avait converti le foyer en une bibliothèque perpétuelle. Mais alors, il tendit l'oreille. Ce n'étaient pas des cris de douleur. Ils étaient aigus, explosifs, chaotiques. C'étaient des rires. Antoine sentit une étrange électricité lui parcourir le dos. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait entendu un vrai éclat de rire sur sa propriété. Intrigué et avec une sensation étrange dans l'estomac, au lieu d'entrer par la porte principale, il contourna la maison vers le jardin paysager. Ses souliers italiens crissaient sur le gravier, mais le son des rires devenait de plus en plus fort, mêlé aux clapotis incontestables de l'eau. En tournant le coin, où les buis parfaitement taillés cédaient la place au grand jardin à l'anglaise, Antoine s'immobilisa. Net. La scène devant lui le frappa avec la force d'un train de marchandises. Il resta glacé, la mallette glissant légèrement de ses doigts moites. Le jardin, qui était habituellement un lieu de contemplation statique, s'était transformé en un champ de bataille de joie pure. Elle était là, Élise, la nouvelle nounou francophone, qu'il avait engagée il y a à peine 2 semaines, presque par désespoir, car aucune autre ne supportait la rigidité de sa belle-mère. Mais la femme qu'il voyait maintenant ne ressemblait en rien à l'employée de maison soumise qui lui servait le café le matin. Élise se tenait au milieu de la pelouse, ses cheveux foncés et longs collés à son visage par l'humidité. Sa robe en jean était trempée, et son tablier de toile blanche n'avait plus rien de blanc. Elle tenait le tuyau d'arrosage comme si c'était un sceptre de pouvoir, et avec un sourire qui illuminait plus que le soleil lui-même, elle lançait de l'eau vers le ciel, créant des arcs de pluie artificiels qui brillaient comme des diamants dans l'air. Et devant elle, il y avait eux, ses enfants. Antoine dut cligner des yeux plusieurs fois pour les reconnaître. Ils ne portaient pas les costumes empsés de lin que leur grand-mère insistait pour leur mettre. Ils étaient en t-shirts colorés, trempés de la tête aux pieds, les cheveux dégoulinants et les chaussures oubliées dans un coin. Ils couraient, sautaient, se poussaient, mais le plus choquant était leur visage. Gaspard, l'aîné, qui avait l'habitude de regarder le sol avec un sérieux effrayant pour ses 6 ans, sautait les bras ouverts, essayant d'attraper le jet d'eau avec sa bouche, riant à gorge déployée. Les jumeaux, Hugo et Paul, roulaient sur l'herbe mouillée, sans se soucier de la boue, sans se soucier des taches. Et le petit Léo. Antoine sentit sa respiration se couper. Léo, qui parlait à peine,
qui se cachait derrière les meubles quand il y avait des visites, était juste devant Élise, sautant comme un ressort, les yeux fermés et un sourire si large qu'il semblait qu'il allait lui fendre le visage de bonheur. « Encore de l'eau, Élise !» criait l'un d'eux. « Attention, le monstre du lac arrive !» répondait-elle avec un accent chantant, doux et ferme à la fois, dirigeant le jet d'eau vers leurs pieds pour les faire sauter. Antoine ne pouvait pas bouger. Il était paralysé. Il regarda son propre costume bleu foncé, impeccable, sec, rigide. Il sentit le poids de sa montre en or au poignet, et pour la première fois depuis des années, il ressentit une envie corrosive. Il n'enviait l'argent de personne, ni le pouvoir de ses rivaux. Il enviait la vie que cette femme simple, avec un tuyau d'arrosage en plastique et les pieds nus, avait réussi à injecter dans les cœurs gelés de ses enfants. Elle leur donnait quelque chose que lui, avec tous ses millions, n'avait pas pu acheter. L'enfance. L'eau volait, les gouttes brillaient dans l'air, et pendant un moment, la scène sembla se déplacer au ralenti devant les yeux du millionnaire. C'était une peinture de la Renaissance de bonheur pur, un contraste violent contre la grisaille de son âme. Antoine sentit une larme, une seule, se former dans son œil, non de tristesse, mais d'une émotion qu'il ne savait pas nommer. C'était comme si l'eau qui les mouillait, de quelque manière, le nettoyait lui aussi, enlevant la poussière du bureau, du deuil, de la solitude. Mais alors, la peur l'assaillit. Que se passerait-il quand il s'arrêterait? Que se passerait-il quand il le verrait, lui, le père absent, l'homme en costume qui apportait toujours le silence? L'abîme entre l'or et la boue. Antoine resta caché derrière l'ombre d'un grand palmier ornemental, incapable de rompre le charme, mais aussi incapable de s'y joindre. Il se sentait un intrus dans sa propre maison, un spectateur lointain du bonheur de son propre sang. Il observa Élise attentivement. Il n'y avait en elle aucune trace de la froideur protocolaire des nounous précédentes. Ces femmes, avec des titres en éducation de la petite enfance, qui traitaient les enfants comme des projets académiques. Élise ne les gérait pas. Elle les aimait. Cela se voyait dans la façon dont, bien qu'elle leur lance de l'eau, elle faisait attention à ce qu'elle n'entre pas dans les yeux des plus petits. Cela se voyait dans la façon dont elle s'accroupissait pour être à leur hauteur, permettant qu'ils lui mouillent les cheveux, brisant cette barrière invisible d'autorité qui existait toujours entre adultes et enfants dans ce manoir. « Attaque de requin !» cria Élise, et les 5 enfants coururent en cercle en criant d'excitation. Antoine remarqua quelque chose qui lui serra le cœur. Ses enfants n'avaient pas peur de se salir. Pendant des années, la voix de sa belle-mère, Madame de Valois, avait résonné dans ses murs. « Ne cours pas, tu vas transpirer. Ne touche pas à ça, tu vas te tacher. » Un jeune homme se doit d'être toujours présentable. Et lui, lâche ou simplement épuisé par la douleur, l'avait permis. Il avait laissé qu'ils convertissent ses enfants en poupées de vitrine. Mais maintenant, les voyant pleins de boue, les genoux verts par l'herbe et les t-shirts collés au corps, ils lui semblaient plus beaux et plus réels que jamais. Ils étaient des enfants, simplement des enfants. Soudain, le jet d'eau changea de direction par un mouvement brusque d'un des jumeaux qui trébucha sur le tuyau et un arc d'eau fut projeté au-delà de la pelouse, frappant directement les souliers de cuir italiens d'Antoine. L'eau froide trempa ses chaussettes instantanément. Les contacts les sortit de sa transe. Antoine fit un pas involontaire en arrière, sortant de sa cachette. Le mouvement attira l'attention d'Élise. Elle tourna la tête, souriant encore, mais le sourire se figea sur ses lèvres au moment où ses yeux croisèrent les siens. « Le patron !» s'exclama-t-elle, en baissant immédiatement le tuyau. Le silence tomba sur le jardin avec la lourdeur d'une dalle de béton. Ce fut instantané et douloureux. Les rires se coupèrent comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Les 5 enfants se tournèrent vers l'endroit où regardait Élise. En voyant leur père debout, avec le costume sombre, la mallette et le visage indéchiffrable, le changement dans leur langage corporel fut dévastateur pour Antoine. Ils n'étaient plus les enfants libres d'il y a 5 secondes. Leurs épaules s'affaissèrent. L'aîné s'essuya les mains sur son pantalon mouillé, essayant d'avoir l'air composé. Léo, le petit, se cacha derrière les jambes d'Élise, ne laissant apparaître qu'un œil craintif. Ils avaient peur de lui. Cette peur fit plus mal que la mort de son épouse. Elle fit plus mal que n'importe quel échec. Ses enfants le voyaient comme le juge, comme le bourreau de leur divertissement. Ils attendaient la réprimande, attendaient le cri à propos des vêtements chers ruinés. Élise, cependant, fit quelque chose qui surprit Antoine. Au lieu de s'écarter des enfants pour sauver son propre emploi, elle fit un pas subtil en avant, se plaçant presque comme un bouclier entre l'homme puissant et les petits trempés. Elle était trempée, ses cheveux étaient en désordre, et elle savait qu'elle serait probablement renvoyée pour cela, mais elle leva le menton. Dans ses yeux sombres, il n'y avait pas de soumission,
Il y avait une étincelle de défense féroce. « Monsieur Delacroix », commença-t-elle avec la voix un peu agitée par le jeu, mais ferme. « Vous êtes rentré tôt. » Antoine regarda ses chaussures mouillées et ensuite les petits visages effrayés de ses enfants. Il voulut leur dire de ne pas s'arrêter. Il voulut leur dire qu'ils étaient merveilleux. Il voulut crier qu'il voulait jouer aussi, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge, rouillés par des années de silence émotionnel. Son esprit d'homme d'affaires analysa la situation. Vêtements ruinés, jardin inondé, chaos total. Mais son cœur de père criait autre chose. « Ils sont », commença Antoine. Sa voix sonna rauque, étrange. Les enfants retinrent leur respiration. Élise resserra la prise du tuyau, prête à les défendre, prête à dire que c'était son idée pour qu'ils ne les punissent pas. « Ils sont complètement mouillés », termina Antoine, avec un ton neutre qui ne révélait rien. « Il fait très chaud, monsieur », répondit Élise rapidement avec cet accent doux qui adoucissait la tension. Les enfants avaient besoin de relâcher de l'énergie. La maison était trop silencieuse pour 5 cœurs qui battent fort. La réponse d'Élise le désarma. Trop silencieuse. Elle l'avait remarqué en 2 semaines. Elle avait compris que le silence de ce manoir n'était pas la paix, c'était du poison. Antoine fit un pas vers la pelouse. Il sentit l'humidité traverser la semelle de ses chaussures coûteuses, les ruinant irrémédiablement. Peu lui importait. Il avança vers eux, lent, comme celui qui s'approche d'un animal blessé qui pourrait s'enfuir. « Papa ?» demanda Gaspard avec un filet de voix, tremblant non par le froid de l'eau, mais par l'attente de la réprimande. « Je suis désolé, nous avons glissé. » Le pieux mensonge de l'enfant pour éviter le conflit brisa l'âme d'Antoine. « Tu n'as pas glissé, mon fils, » dit Antoine doucement, regardant fixement Élise dans les yeux. « Tu t'amusais. » La tension dans l'air était si dense qu'elle pouvait être coupée. Élise le regardait avec curiosité, essayant de déchiffrer cet homme qui semblait fait de pierre, mais qui avait les yeux pleins de tempête. Elle ne baissa pas sa garde. Elle savait comment fonctionnaient les riches. D'abord le calme, puis le licenciement foudroyant. « Si vous devez vous fâcher, faites-le avec moi, » dit Élise, interrompant le silence avec une bravoure qui laissa Antoine stupéfait. « C'est moi qui ai ouvert le tuyau. C'est moi qui leur ai dit de sauter. Ils sont juste des enfants, étant des enfants. Ils ne méritent pas qu'on leur crie dessus pour être heureux. » Antoine la regarda. Vraiment, il la regarda. Il vit les gouttes d'eau sur ses cils. Le vêtement simple collé à son corps, la dignité immense qui émanait d'elle. Elle était l'antithèse de tout ce qui entourait sa vie. Elle était imparfaite, bruyante et désordonnée. Et elle était exactement ce qui manquait à cet endroit. Il était sur le point d'ouvrir la bouche, sur le point de dire quelque chose qui changerait la dynamique de cet après-midi, être sur le point de la remercier. Quand le son aigu d'une porte s'ouvrant violemment, brisa la fragile connexion qui se formait. Mais qu'est-ce que cela signifie? La voix stridente et autoritaire de Madame de Valois retentit depuis la terrasse, faisant s'envoler les oiseaux des arbres. La magie se brisa en 1000 morceaux. Les enfants se recroquevillèrent automatiquement en baissant la tête. L'éclat dans les yeux de Léo s'éteignit instantanément. Antoine ferma les yeux une seconde, sentant une fureur lui monter à l'estomac. Le monde réel, le monde des règles et du statut, venait de faire irruption à nouveau, menaçant d'assécher la petite joie qui venait de naître dans ce jardin. En ouvrant les yeux, il vit sa belle-mère descendre les escaliers comme une tempête, pointant un doigt accusateur vers Élise. Le conflit venait de commencer, et Antoine savait avec une certitude absolue qu'il ne pouvait plus continuer à être un spectateur. Le silence imposait. Madame de Valois descendait les marches de pierre de la terrasse, non comme une grand-mère qui va saluer ses petits-enfants, mais comme une générale qui entre dans un champ de bataille où ses troupes ont perdu leur calme. Le son de ses talons frappant la pierre sèche résonnait avec un rythme martial agressif, brisant l'atmosphère tropicale qu'Élise avait créée à peine quelques secondes auparavant. Antoine sentit un nœud familier dans son estomac. C'était cette sensation d'étouffement qui accompagnait toujours sa belle-mère. Depuis la mort de son épouse, Geneviève s'était installée dans la maison d'amis sous prétexte d'aider, mais en réalité, elle avait pris le contrôle absolu de la routine familiale, imposant un deuil perpétuel et gris sur une maison qui demandait à grands cris un peu de « couleur ». « Éteignez ça immédiatement », cria Geneviève, sa voix chargée d'un mépris viscéral. Élise, qui tenait encore le tuyau, réagit par instinct, non par peur de la femme, mais par le ton violent qui avait fait frémir le petit Léo et lâcher sa jambe. Elle tourna la clé de la buse, coupant l'arc d'eau. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il n'y avait plus de rire, plus le son de l'eau frappant les feuilles de bananier. On entendait seulement la respiration agitée des enfants et le bruit lointain du trafic de la ville,
leur rappelant que la magie était terminée. Geneviève arriva jusqu'à la pelouse, s'arrêtant juste avant de marcher sur l'herbe mouillée. Elle regarda ses propres chaussures de créateur avec préoccupation, puis leva les yeux vers le groupe avec une grimace de dégoût absolu. « Regardez-vous » cracha-t-elle les mots en balayant du regard les 5 enfants. « Vous ressemblez à des animaux. Vous ressemblez à des enfants des rues. » Les enfants, qui quelques secondes auparavant étaient pure vitalité, se recroquevillèrent physiquement. Ce fut une transformation douloureuse à voir. Ils redressèrent les dos, baissèrent le menton et joignirent les mains, adoptant la posture rigide qui leur avait été inculquée de force. La joie s'évapora de leur visage, remplacée par une culpabilité qu'aucun enfant de cet âge ne devrait connaître. « Grand-mère, nous voulions juste » tenta d'expliquer Gaspard avec la voix tremblante. « Silence » interrompit Geneviève en levant une main pleine de bagues. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Regarde ces vêtements. As-tu une idée du prix de cette chemise? Sais-tu que cette marque est importée exclusivement d'Italie? Et maintenant ?» Elle montra une tache de boue sur le genou du garçon. « Maintenant, c'est de la poubelle, des chiffons sales. » Antoine observa la scène, sentant le sang lui monter au visage. Il voulait intervenir, il voulait crier qu'il se fichait des vêtements, qu'il pouvait acheter 1000 chemises de plus, mais qu'il ne pouvait pas acheter le rire qu'il venait d'entendre. Cependant, les vieilles habitudes de soumission devant la mère de son épouse défunte le maintenaient ancré. Il se sentait coupable, coupable de ne pas être là, coupable de la mort de sa femme. Et Geneviève savait comment jouer de cette corde de la culpabilité avec une maîtrise chirurgicale. Alors la vieille femme fixa son regard sur Élise. Si le regard vers les enfants avait été de la déception, le regard vers la nounou était de la haine de classe pure. Geneviève marcha vers la clé principale de l'eau, encastrée dans le mur de la maison. D'un mouvement brusque et théâtral, elle tourna la manivelle avec force, coupant l'alimentation générale du jardin. Comme si par ce geste, elle étranglait la source du bonheur même. « Le cirque est terminé » dit Geneviève sèchement. À l'intérieur tout le monde, maintenant. Les enfants hésitèrent. Ils regardèrent Élise cherchant la permission, cherchant la protection. Élise, bien qu'elle soit trempée et face à une femme qui la méprisait clairement, leur dédia un sourire doux, presque imperceptible, hochant la tête. « Allez-y, mes amours, allez vous sécher avant d'attraper froid » murmura Élise. Sa voix fut un baume, mais Geneviève l'interpréta comme un défi. « Ne leur donne pas d'ordre » cria la vieille femme, s'approchant dangereusement de la nounou. « Tu n'es pas leur mère, tu n'es personne, tu es le personnel, et tu viens de démontrer que tu ne sers même pas à ça. » Antoine vit Élise serrer la mâchoire. Il vit comment ses mains rougies par l'eau froide se fermaient en poing sur les côtés de son tablier mouillé, mais elle ne répondit pas. Elle garda la tête haute avec une dignité qui contrastait violemment avec l'hystérie de la femme riche. Antoine appela Geneviève en se tournant vers lui sans même le regarder, tenant pour acquise son obéissance. « J'espère que tu as préparé le chèque de licenciement de cette petite femme. Je ne veux plus la voir dans cette maison une minute de plus après qu'elle ait nettoyé le désordre qu'elle a fait. » La phrase resta en suspens dans l'air humide du crépuscule. Licenciement. Encore une fois. La 5e nounou en 6 mois. Antoine regarda ses enfants qui marchaient en file vers la maison, traînant les pieds, la tête baissée comme des prisonniers de guerre. Et puis il regarda Élise, seule au milieu du jardin, trempée, jugée et condamnée pour le crime de les avoir fait rire. L'humiliation publique. L'ordre de Geneviève d'entrer dans la maison ne fut pas la fin. Ce fut seulement le début du jugement sommaire. La vieille femme n'avait pas l'intention de laisser passer le moment sans donner une leçon morale, non seulement à l'employé, mais à son gendre. Elle s'arrêta sur la terrasse couverte, obligeant tout le monde à rester là dans cet espace intermédiaire entre le jardin et la sécurité de l'intérieur. Élise monta les marches lentement, laissant une traînée de traces mouillées sur le sol en travertin. Geneviève montra le sol avec une horreur théâtrale. « Regarde ce que tu fais, tu salis tout » cria Geneviève, portant une main à sa poitrine comme si elle souffrait d'une crise cardiaque. « N'as-tu pas le moindre sens de la décence? D'où t'a-t-on sorti? De la jungle? Parce que seul quelqu'un de sauvage agirait ainsi dans une maison décente. »« Madame de Valois, s'il vous plaît, » intervint Antoine finalement en faisant un pas en avant. Sa voix sonna fatiguée, mais il y avait un tranchant d'avertissement en elle. « Il n'est pas nécessaire d'insulter. »« Insulter ?» Geneviève se tourna vers lui avec les yeux écarquillés, offensée par la simple suggestion. « Moi j'insulte, Antoine? Pour l'amour de Dieu, ouvre les yeux. Cette femme a pris tes enfants, mes petits-enfants, héritiers d'un nom respectable. Et elle les a roulés dans la boue comme si c'était des porcs. Et tu me dis que j'insulte ?» Geneviève s'approcha d'Élise, envahissant son espace personnel. La nounou était plus grande et plus jeune,
Mais la vieille femme utilisait son statut comme une arme qui la faisait paraître géante. « Je te paye pour que tu t'occupes d'eux », siffla Geneviève en crachant les mots au visage d'Élise. « Je te paye pour qu'ils restent propres, pour qu'ils étudient, pour qu'ils apprennent les bonnes manières, pas pour que tu transformes mon jardin en un parc aquatique de bas quartier. Qui crois-tu être? Crois-tu que parce qu'ils t'apprécient, tu peux enfreindre les règles ?» Élise respira profondément. L'eau gouttait de ses cheveux sur ses épaules. Elle aurait pu se sentir petite. Elle aurait pu pleurer comme l'avaient fait les nounous précédentes. Mais Élise pensa à Léo. Elle pensa au premier mot que l'enfant avait dit en 3 ans, « Maman où ?» Et cela lui donna une force que Geneviève ne pouvait pas comprendre. « Avec tout mon respect, madame », dit Élise avec une voix claire et ferme, regardant Geneviève directement dans les yeux, brisant la règle non écrite de baisser le regard. Les enfants ne sont pas des trophées. Ce ne sont pas des poupées à exposer sur une étagère. Ce sont des enfants. Et les enfants ont besoin de jouer. Ils ont besoin de se salir pour comprendre le monde. « Comment oses-tu » Geneviève recula d'un pas, choquée par la réplique. « Insolente !»« Les vêtements se lavent, madame », continua Élise, ignorant l'interruption, parlant maintenant plus pour Antoine que pour la vieille femme. La boue part avec de l'eau et du savon, mais la tristesse qu'ont ces enfants dans les yeux, celle-là ne part pas en frottant, elle se soigne avec des rires. Et si je dois me mouiller et ruiner une robe pour que Léo parle à nouveau, je le ferai 1000 fois. Le nom de Léo résonna sur la terrasse. Antoine sentit un frisson. Elle avait raison. Elle avait une raison dévastatrice et absolue. Geneviève, cependant, était aveuglée par la rage. Pour elle, la mention de la tristesse était une attaque directe contre sa gestion familiale. Elle devint rouge de fureur. « Tais-toi immédiatement, effrontée !» cria Geneviève, perdant complètement la prestance élégante qu'elle affichait tant. « Tu n'as pas le droit de mentionner leur nom. Tu es une simple employée de maison. Tu es remplaçable. Tu n'es rien. » Geneviève se tourna vers Antoine, tremblante de rage, pointant Élise d'un doigt accusateur qui ressemblait à une sentence de mort. « Antoine, cela se termine ici. Ou tu la renvoies à l'instant même et la sors de ma vue. Ou je te jure sur la mémoire de ma fille que je ferai de ta vie un enfer. J'appellerai mes avocats. Je dirai que tu n'es pas apte à t'occuper d'eux, que tu laisses les enfants entre les mains de déséquilibrés qui les mettent en danger physique. Regarde-les, ils sont trempés. Ils pourraient attraper une pneumonie. » La menace fut directe et brutale. La garde, le point faible d'Antoine. Geneviève avait des relations. Elle avait son propre argent, et elle avait la cruauté nécessaire pour se battre devant les tribunaux. Les enfants regardaient leur père avec des yeux écarquillés, retenant leur souffle. Ils savaient ce qui allait arriver. C'était toujours la même chose. Papa baisserait la tête, grand-mère gagnerait, et la gentille nounou s'en irait pour toujours. Le cycle se répéterait. Antoine regarda Élise. Elle ne le regardait pas avec supplication. Elle ne lui demandait pas de la sauver. Elle le regardait avec une étrange compassion, comme si elle avait pitié de lui, de l'homme riche qui était prisonnier dans son propre château. « Monsieur Delacroix », dit Élise doucement, brisant la tension, « vous n'avez pas besoin de vous battre avec votre famille pour moi. Je peux aller faire mes valises. Je ne veux pas causer de problème. » Cette humilité, cette disposition à se sacrifier pour lui éviter un conflit, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, mais pas de la manière dont Geneviève l'espérait. Geneviève sourit triomphalement, croisant les bras, attendant le dénouement final. « Tu vois Antoine ? Même elle sait qu'elle n'a pas sa place ici. Paye-lui sa journée et qu'elle s'en aille. Et toi ?» Elle regarda Élise. « Assure-toi de ne rien voler en partant. Il faut toujours vérifier les sacs des gens comme toi. » Cette dernière remarque fut gratuite, vénéneuse et vile. Ce fut un coup bas destiné à l'humilier jusqu'à la fin. Élise baissa la tête, se mordant la lèvre pour ne pas pleurer devant l'injustice. Antoine sentit une chaleur intense dans sa poitrine. Ce n'était pas la chaleur du soleil tropical, c'était le feu de la honte propre et de l'indignation pour autrui. Il regarda son fils Léo, qui s'était détaché de la main de son frère aîné, et faisait des petits pas hésitants vers Élise à nouveau, ignorant sa grand-mère. Le millionnaire serra les poings. L'image de ses enfants heureux s'opposait violemment à l'image de sa belle-mère distillant du poison. Quelque chose devait se briser. Et Antoine savait que s'il laissait Élise partir aujourd'hui, ce qui se briserait pour toujours serait la dernière chance de sauver sa famille. Mais Geneviève était toujours là, puissante et menaçante, attendant son obéissance. Le silence s'allongea, tendu comme une corde de violon. Sur le point d'éclater, le cri du silence. L'air sur la terrasse était devenu irrespirable. Antoine mit la main dans la poche intérieure de son blazer, un mouvement automatique qu'il avait répété 1000 fois dans sa vie d'homme d'affaires.
chercher le chéquier pour résoudre un problème. Geneviève, en voyant le geste, esquissa un sourire de satisfaction froide et calculatrice. Pour elle, la victoire était assurée. L'ordre serait rétabli, la poubelle serait sortie, et la maison reviendrait à son silence immaculé et sépulcral. Élise vit le mouvement d'Antoine, et comprit le message, sans avoir besoin de mots. Ses épaules, qui jusqu'à ce moment avaient soutenu le poids de la dignité contre les insultes de la vieille femme, s'affaissèrent finalement. Elle n'allait pas supplier. Elle savait que dans le monde des riches, la vérité perdait toujours contre les apparences. « Le chèque n'est pas nécessaire, monsieur », murmura Élise avec la voix brisée par le nœud dans sa gorge, essuyant une larme traîtresse avec le dos de sa main mouillée. « Juste laissez-moi leur dire au revoir. » Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais les mots se bloquèrent. Il ressentait une nausée morale profonde. Il était sur le point de commettre une injustice, il le savait. Mais l'habitude d'obéir à Geneviève et la peur de perdre la garde de ses enfants le paralysaient. Élise se tourna lentement vers les 5 enfants qui restaient regroupés comme des poussins effrayés sous l'ombre de l'auvent. Elle leur sourit, un sourire triste et aqueux, plein d'un amour qui avait à peine eu le temps de fleurir, mais qui était déjà profond. « Soyez sages, mes princes », murmura-t-elle, « et n'oubliez jamais comment on fait la pluie. » Ce fut alors que cela arriva. Léo, le petit de 3 ans, l'enfant qui vivait dans son propre monde depuis l'enterrement de sa mère, l'enfant que les psychologues avaient étiqueté avec des diagnostics complexes et pour qui Antoine avait payé des fortunes en thérapies inutiles, se détacha brusquement de la main de son frère aîné. Ses petits pieds nus et mouillés frappèrent le sol en travertin avec un son rythmique et désespéré. Plap, plap, plap. Il courut. Il ne courut pas vers son père. Il ne courut pas vers sa grand-mère. Il courut de toutes ses forces vers la femme qui était en train d'être expulsée. Il se lança contre les jambes d'Élise, l'étreignant avec une telle force qu'il faillit la faire perdre l'équilibre. Il enfouit son petit visage dans le tablier trempé, sanglotant avec une angoisse qui déchirait l'âme. Et alors le silence de 3 ans se brisa. Non, le cri fut guttural, rauque, comme s'il sortait du plus profond d'un puits. « Passe pas, maman! Oh !» Le temps s'arrêta. Littéralement, le chèque qu'Antoine avait commencé à sortir glissa de ses doigts et tomba au sol, virevoltant inutilement jusqu'à atterrir dans une flaque d'eau. Il resta pétrifié, la main encore tendue en l'air, sentant que son cœur cessait de battre pendant une seconde. Il avait bien entendu. Antoine regarda son fils Léo. Son petit Léo qui n'avait pas prononcé un seul mot, ni papa, ni lait, ni douleur, depuis le jour où son épouse était morte. Cet enfant qui regardait le vide pendant les dîners était maintenant en train de crier, accroché à une étrangère, se battant pour elle comme si sa vie en dépendait. « Maman, oh, reste !» cria à nouveau l'enfant, levant son visage baigné de larmes vers Élise. Élise tomba à genoux au sol sans se soucier de l'impact contre la pierre dure. Elle étreignit l'enfant, l'enveloppant dans ses bras mouillés, et éclata en sanglots avec lui. Ce n'était pas le pleur d'une employée renvoyée, c'était le pleur de soulagement pur, d'une connexion humaine qui avait réussi le miracle impossible. « Je suis là, mon amour, je suis là », sanglotait-elle, embrassant la tête mouillée de l'enfant. « Monsieur Delacroix !» Léo a parlé. Antoine sentit que ses jambes le lâchaient. Il dut s'appuyer sur une colonne de marbre pour ne pas tomber. Tout l'argent du monde, tous les meilleurs spécialistes de Paris, tous les jouets chers, rien n'avait fonctionné. Et cette femme, avec un tuyau d'arrosage et un cœur ouvert, avait débloqué la voix de son fils en 2 semaines. Les 4 autres frères et sœurs, en voyant Léo parler, rompirent les rangs. Le protocole de Geneviève s'écroula. Ils coururent vers Élise et Léo, créant une montagne de câlins, de pleurs et de rires nerveux sur le sol de la terrasse. C'était un tableau de chaos émotionnel absolu, une rébellion d'amour contre la froideur de la maison. Antoine regarda la scène à travers un rideau de larmes qu'il ne pouvait plus contenir. Pour la première fois depuis des années, il voyait de la vie, il voyait sa famille vivante, mais tous ne voyaient pas un miracle. À quelques mètres de distance, Madame de Valois observait la scène avec une expression d'horreur absolue. Elle ne semblait pas émue par la voix de son petit-fils. Elle semblait offensée par le désordre. Ses yeux parcouraient avec dégoût l'étreinte collective, ne voyant que des germes, un manque d'éducation et une menace directe à son autorité. Pour elle, que l'enfant parle n'était pas aussi important que le fait qu'il étreignait la domesticité. Le choix du père, le son des pleurs et des rires des enfants remplissait la terrasse, mais fut coupé net par le bruit des paumes de Geneviève claquant l'une contre l'autre, un applaudissement sec et autoritaire, conçu pour appeler Allah. Ordre les chiens ou les domestiques. « Assez, assez de théâtre !» cria Geneviève en faisant un pas en avant avec fureur. « C'est ridicule.
La vieille femme se pencha sur le groupe au sol, ignorant la magnitude du moment, et attrapa Léo par le bras avec ses doigts osseux et pleins de bagues. Elle tira de lui brusquement, essayant de l'arracher des bras d'Élise. « Lâche-le immédiatement !» cria Geneviève à la nounou. « Tu es en train de le perturber. Tu lui laves le cerveau. Lève-toi, Léonard. Comporte-toi comme un petit homme et arrête de pleurnicher avec Seth. » Léo cria de douleur et de peur en sentant l'attraction, s'accrochant encore plus au tissu mouillé de la robe d'Élise. « Non, méchante grand-mère !» cria l'enfant. Une phrase nouvelle, claire et dévastatrice. Geneviève devint rouge de rage. La désobéissance frontale était quelque chose qu'elle ne tolérait pas. Elle leva sa main libre, ouverte, prête à donner une gifle. Peut être à Élise, peut être à l'enfant, pour couper l'hystérie à la racine. « Je t'ai dit de le lâcher !» hurla la vieille femme, mais sa main ne descendit jamais. Dans une fraction de seconde, une main beaucoup plus grande et plus forte intercepta le poignet de Geneviève en l'air. La prise fut ferme, d'acier, arrêtant le coup net. Geneviève se tourna, surprise, et rencontra les yeux d'Antoine. Mais ce n'étaient plus les yeux du gendre soumis qui baissait la tête pour éviter les conflits. C'étaient les yeux d'un lion qui venait de se réveiller et de trouver une hyène attaquant ses petits. Il y avait une obscurité dangereuse dans son regard, une fureur froide que Geneviève n'avait jamais vue auparavant. « Ne la touche pas », dit Antoine. Il ne cria pas. Sa voix fut un murmure bas, guttural, beaucoup plus terrifiant que n'importe quel cri. Geneviève tenta de libérer son poignet, mais Antoine ne céda pas d'un millimètre. « Antoine, es-tu devenu fou ?» siffla-t-elle, essayant de retrouver sa posture dominante. « Lâche-moi, cette femme manipule ton fils. C'est de la sorcellerie émotionnelle. Regarde ce spectacle. C'est dégradant. Ton fils qui parle comme un sauvage enlacé à la bonne parterre. » Antoine relâcha le poignet de sa belle-mère avec une poussée de mépris, la faisant reculer de quelques pas, chancelant sur ses talons chers. Il ne lui répondit pas immédiatement. Il marcha vers où étaient Élise et les enfants. Il s'accroupit. Peu lui importait que son pantalon de costume à 5000 € touche le sol mouillé et sale. Il se mit à genoux à la même hauteur qu'eux. Élise le regarda avec crainte, protégeant toujours Léo, attendant la réprimande finale. Mais Antoine tendit la main, non pas pour montrer du doigt, non pas pour renvoyer. Avec une tendresse qui tremblait dans ses doigts, il toucha la joue de Léo, essuyant une larme. « Je t'ai entendu, champion », dit Antoine avec la voix cassée. « Je t'ai entendu. » Puis il leva les yeux vers Élise. Leurs regards se rencontrèrent à quelques centimètres. Il put voir la fatigue, la peur, mais surtout l'amour immense qu'elle avait dans le regard. « Pardon », murmura Antoine, et ce seul mot pesa plus que tout l'or de son compte en banque. « Pardon d'avoir été aveugle. » Il se leva lentement, se sentant plus grand et plus fort que jamais. Il se tourna pour faire face à Geneviève, interposant son corps entre la vieille femme et sa famille. Oui, sa famille, car à ce moment-là, Élise était plus de la famille que la femme qui partageait son sang politique. « Tu vas rentrer chez toi à la maison d'amis, Geneviève », dit Antoine avec une voix calme et létale. « Qu'as-tu dit ?» demanda Geneviève bouche bée, incapable de traiter la rébellion. « Antoine, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es fatigué ? Tu es stressé ? Demain tu te rendras compte que j'ai raison. Cette femme s'en va aujourd'hui. » Cette femme, dit Antoine en montrant Élise sans la regarder, gardant les yeux fixés sur sa belle-mère, vient de faire en 15 jours ce que toi et ta discipline n'avaient pas pu faire en 3 ans. Elle m'a rendu mon fils. Antoine fit un pas vers Geneviève, l'obligeant à reculer vers la porte. Tu dis qu'ils ressemblent à des animaux parce qu'ils sont sales. Tu dis que c'est dégradant. Antoine laissa échapper un rire sec, sans humour. Moi, je les vois, et pour la première fois, je vois des enfants. J'ai dépensé une fortune en école d'élite, en vêtements de marque, pour maintenir cette maison parfaite pour te plaire. Et tout cela n'a servi qu'à remplir cette maison de silence et de douleur. Je le fais pour leur bien, cria Geneviève, désespérée de voir qu'elle perdait le contrôle. Je le fais pour la mémoire de ma fille. Elle ne voudrait pas les voir ainsi. N'ose pas utiliser son nom, rugit Antoine, et le cri résonna dans les murs du manoir, faisant trembler la vieille femme. Mon épouse aimait la vie. Elle aimait rire. Tu as converti son souvenir en une prison pour mes enfants. Mais ça, c'est terminé aujourd'hui. Antoine desserra le nœud de sa cravate et l'enleva, la jetant au sol comme celui qui enlève une chaîne. Élise ne s'en va pas. Si quelqu'un est en trop dans cette équation du bonheur, Geneviève, c'est toi. La déclaration tomba comme une bombe. Geneviève pâlit. La menace implicite était claire. Son règne de terreur était terminé. Tu le regretteras, Antoine, menaça-t-elle avec la voix tremblante de rage. Quand cet affamé t'aura volé jusqu'au couvert en argent, ne viens pas pleurer auprès de moi.
je te prendrai les enfants. Les tribunaux sauront que tu laisses les enfants entre les mains de déséquilibrés qui les mettent en danger. Essaie, défia Antoine, s'approchant si près que Geneviève put sentir son eau de Cologne mélangée à la sueur de la tension. Essaie de me prendre mes enfants maintenant. Que je sais ce dont ils ont besoin. Appelle tes avocats, dépense ton argent, mais ne pose plus jamais la main sur eux et n'insulte plus jamais la femme qui les a sauvés. Maintenant, retire-toi. Geneviève regarda Antoine, puis regarda les enfants qui observaient maintenant leur père avec une admiration nouvelle, les yeux brillants. Elle se rendit compte qu'elle avait perdu, non par manque d'argent, mais parce que sa monnaie d'échange, la peur, n'avait plus de valeur ici. Elle fit demi-tour avec un reniflement de mépris et s'en alla, tapant du talon furieusement vers l'intérieur de la maison, promettant vengeance à chaque pas. Quand la porte se ferma derrière elle, l'air sur la terrasse changea. Il devint léger. Antoine se tourna vers le groupe au sol. Ses enfants le regardaient avec attente. Élise le regardait comme si elle voyait un homme nouveau. Antoine regarda son costume ruiné, ses chaussures de cuir détruites par l'eau, et sourit. Un vrai sourire. « Bien, » dit Antoine en regardant Léo. « Tu as dit quelque chose à propos de maman O. » L'enfant hocha la tête timidement. Antoine regarda le tuyau jeté sur la pelouse qui goûtait encore un peu. « Je crois que papa a aussi besoin d'un bain, dit-il. » Et pour la première fois en 3 ans, il déboutonna les boutons de sa chemise non pas pour dormir, mais pour vivre. La rébellion de l'eau, la menace de Geneviève resta en suspens dans le couloir comme un nuage toxique. Mais sur la terrasse, le soleil commençait à se coucher, baignant tout dans une lumière dorée et chaude. Antoine, l'homme qui gérait des empires financiers d'une main de fer, était là, debout, pieds nus, avec sa chemise de soie blanche collée à sa poitrine par la sueur et l'humidité, tenant le tuyau d'arrosage comme si c'était l'épée Excalibur. Les enfants le regardaient en silence absolu. Leurs yeux allaient du tuyau au visage de leur père. Jamais de leur courte vie ils n'avaient vu Antoine faire quelque chose d'incorrect. Papa était règle. Papa était « assieds-toi droit ». Papa était silence, je travaille. Papa ? Demanda Gaspard avec prudence, comme s'il craignait que tout ne soit un piège élaboré. Antoine regarda son fils, vit le doute dans ses yeux et sentit une piqûre de douleur. Il avait construit un mur si haut autour de lui-même que ses propres enfants ne savaient pas comment l'escalader. Il regarda Élise. Elle était immobile, les mains jointes sur sa poitrine, l'observant avec une intensité qui dénudait son âme. Il n'y avait pas de jugement en elle, seulement une attente pleine d'espoir. « Élise a dit que l'eau guérit la tristesse », dit Antoine d'une voix rauque. « Nous allons voir si c'est vrai. » Sans avertissement préalable, Antoine leva le pouce sur la buse du tuyau et tira un jet d'eau doux en arc qui tomba directement sur la tête de Gaspard. L'enfant cligna des yeux, surpris. Il toucha ses cheveux mouillés, regarda sa main et ensuite regarda son père. Un sourire lent, incrédule, se dessina sur son visage. « À l'attaque !» cria Antoine, perdant son calme pour la première fois depuis une décennie. Le cri fut le signal. Le chaos éclata à nouveau, mais cette fois l'énergie était différente. Ce n'était pas seulement de l'amusement, c'était de la libération. Les 5 enfants se lancèrent sur leur père. Il n'y avait pas de peur, le mur était tombé. Léo courait en criant avec sa nouvelle voix retrouvée, trébuchant sur les longues jambes d'Antoine, qui se laissait tomber au sol exprès pour que les petits puissent le vaincre. Le millionnaire roula sur la pelouse, tachant sa chemise de lin de terre et de chlorophylle. Il sentait l'eau froide sur son dos, la boue sur ses mains, et pour la première fois depuis qu'il avait enterré son épouse, il sentit qu'il pouvait respirer. Élise resta à l'écart un moment, se mordant la lèvre pour contenir l'émotion. Voir cet homme puissant, habituellement si froid et distant, converti en un grand enfant, se roulant par terre pour faire rire ses enfants, était l'image la plus belle qu'elle ait jamais vue. Soudain, un jet d'eau la frappa à l'épaule. « Ne crois pas que tu t'en tires, maman O !» cria Antoine depuis le sol avec Léo grimpé sur son dos. Élise rit. Un éclat de rire sonore et propre, et elle courut se joindre à la bataille. Pendant les 20 minutes suivantes, il n'y eut pas de classe sociale, ni de dette de douleur, ni de grand-mère tyrannique. Il y eut seulement une famille brisée, essayant de se recoller avec de l'eau et des rires. Quand le soleil se coucha finalement, et que l'air commença à se rafraîchir, ils terminèrent tous allongés sur la pelouse, haletants, trempés et sales. Antoine était allongé sur le dos. Regardant les premières étoiles, il avait Léo endormi sur sa poitrine, épuisé par l'émotion. « Monsieur » murmura Élise, assise à quelques mètres, essorant le bord de sa robe. Madame de Valois, elle ne plaisantait pas. Elle va revenir, et elle va revenir avec force. La mention du nom de sa belle-mère ramena Antoine à la réalité. «
Mais cette fois, il ne sentit pas le poids écrasant de l'anxiété. Il sentit une détermination froide. « Qu'elle revienne », dit Antoine sans quitter le ciel des yeux, « qu'elle amène ses avocats, ses juges et tout son cercle social. » Il se redressa lentement, faisant attention à ne pas réveiller Léo. Il regarda Élise dans les yeux, le visage sale de boue, mais avec un regard de gratitude infinie. « Pendant 3 ans, j'ai laissé qu'elle gouverne cette maison parce que j'étais trop occupé à m'apitoyer sur moi-même. J'ai pensé qu'elle savait ce qui était le mieux pour eux parce qu'elle était femme, parce qu'elle était grand-mère. Mais aujourd'hui, Antoine caressa le dos de son fils endormi. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle ne veut que des poupées parfaites. Toi, tu leur as donné la vie. » Antoine se leva, portant Léo avec facilité. « Élise, je ne vais pas te licencier. Je vais doubler ton salaire et à partir d'aujourd'hui, tu as l'autorité finale sur ce que font les enfants. Si Geneviève veut donner son avis, elle devra passer par-dessus moi. » « Je ne le fais pas pour l'argent, monsieur, » répondit-elle doucement, se levant aussi. « Mais merci. »« Je sais, » hocha-t-il la tête. « C'est ce qui fait peur à Geneviève, qu'elle ne puisse pas t'acheter. » Alors qu'ils entraient dans le manoir, laissant une traînée d'eau et de boue sur les tapis persans, quelque chose qui aurait causé une crise cardiaque à la grand-mère. Antoine savait que la guerre ne faisait que commencer, mais en regardant ses enfants sales et heureux, il sut que c'était une guerre qu'il était prêt à gagner. Ce qu'il ne savait pas, c'était que dans la maison d'amis, Geneviève était déjà au téléphone avec un verre de Xérès à la main et un sourire vénéneux sur les lèvres. « Oui, docteur, je veux changer le testament et je veux que vous enquêtiez sur cette femme. Trouvez quelque chose de sale. Et si vous ne trouvez rien, inventez-le. Je veux qu'elle sorte de cette maison menottée. L'école de la vie, la transformation. » 2 semaines passèrent, 14 jours qui transformèrent le manoir d'un mausolée à un foyer. La transformation ne fut pas magique. Ce fut une bataille quotidienne de petits gestes. Antoine, l'homme qui avait l'habitude de rentrer à la maison à 21 heures quand les enfants dormaient déjà, commença à faire quelque chose d'inouï, délégué. Il commença à quitter le bureau à 17 heures. Ses associés étaient déconcertés. Ses secrétaires murmuraient « Le requin de la finance qui part tôt ». Un mardi après-midi, Antoine rentra chez lui plus tôt que prévu. Il gara la voiture, mais n'entra pas par la porte principale. Comme c'était devenu son habitude secrète, il marcha en silence vers le jardin, cherchant cette dose de réalité que seuls Élise et ses enfants pouvaient lui donner. Ce qu'il vit l'arrêta à nouveau, mais non par le choc, mais par la leçon. Ils étaient assis en cercle sur une vieille couverture sur l'herbe. Il n'y avait pas de jouets électroniques, ni de tablettes, ni les cadeaux chers qu'Antoine avait l'habitude d'acheter pour compenser son absence. Il y avait du carton, des boîtes de carton vides, de la colle, des ciseaux et des peintures. « Mais il est cassé, Élise », se plaignait Gaspard, tenant un robot jouet qui avait coûté 100 € à Antoine la semaine précédente. Il manquait un bras au robot. « Papa, il peut en acheter un autre ? Jette celui-ci à la poubelle. » Antoine se tendit derrière le buisson. C'était la mentalité que Geneviève leur avait injectée. Si quelque chose se casse, on le jette. Si quelque chose est imparfait, ça ne sert à rien. C'est la mentalité des riches vides. Élise secoua doucement la tête, prenant le jouet cassé des mains du garçon. « Gaspard, regarde-moi », dit-elle avec douceur. « Les choses ne se jettent pas juste parce qu'elles sont blessées. Si tu te casses un bras, on te jette à la poubelle et on cherche un autre enfant ?» Les yeux de Gaspard s'ouvrirent comme des soucoupes. « Non !» cria l'enfant horrifié. « Exact !» sourit Élise. « Avec les jouets et avec les personnes, c'est pareil. Quand quelque chose se casse, on le répare, on lui donne de l'affection, on lui met de la colle. Et parfois la cicatrice où il s'est cassé le rend plus fort et plus spécial parce qu'il raconte une histoire. » Élise prit un peu de ruban adhésif et un morceau de carton peint en argent. Avec une patience infinie, elle aida Gaspard à construire un nouveau bras pour le robot. Un bras bionique en carton qui avait l'air rustique mais génial. « Regarde !» s'exclama Léo en applaudissant. « Robot fort ! Tu vois maintenant !» dit Élise en rendant le jouet à Gaspard. « Maintenant, il est unique. Personne au monde n'a un robot avec un bras en argent fait par toi. Ça vaut plus qu'un œuf du magasin. L'argent achète des choses, Gaspard. Mais l'amour et le temps sont ce qui fait que les choses valent la peine. » Antoine sentit que les mots lui rentraient dans la poitrine comme des fléchettes. Il avait passé 3 ans à jeter sa vie brisée, essayant d'en acheter une nouvelle avec du travail et du succès, au lieu de s'asseoir pour réparer son cœur. Il avait essayé de remplacer la mère de ses enfants par des cadeaux, au lieu de coller les morceaux avec du temps et de la présence. Il regarda ses mains, des mains de millionnaires qui savaient signer des chèques, mais qui ne savaient pas réparer un jouet. Il se sentit pauvre, immensément pauvre à côté de cette femme qui n'avait rien de matériel, mais qui possédait une sagesse millénaire.
Il sortit de sa cachette. Cette fois, les enfants n'eurent pas peur de le voir. « Papa !» crièrent-ils en chœur. Il n'y avait plus de peur, il y avait de l'attente. Antoine s'approcha du cercle, desserra sa cravate et s'assit sur la couverture, croisant ses longues jambes de costume. « Ce robot a l'air incroyable !» dit Antoine en prenant le jouet. « Mais je crois qu'il a besoin d'un copilote. » Il regarda Élise. Elle soutint son regard, et Antoine vit un éclat d'approbation dans ses yeux sombres qui le fit se sentir plus fier que n'importe quel prix d'entreprise. « Tu m'apprends » lui demanda Antoine, et la question avait un double sens que tous deux comprirent. Il ne parlait pas des travaux manuels, il parlait de vivre. « Tu m'apprends à être père ? Tu m'apprends à être humain à nouveau ? Prenez la colle, monsieur, sourit-elle, lui passant un flacon collant. Mais attention, ça tâche. Que ça tâche, répondit-il en prenant le flacon. Que ça tâche tout ce qu'il veut. Pendant les semaines suivantes, l'école d'Élise continua. Antoine apprit que la nourriture a meilleur goût quand elle est préparée ensemble dans la cuisine, en se couvrant de farine, que quand elle est servie par un chef en silence. Il apprit qu'un conte lu avec des voix amusantes vaut plus que le meilleur système de cinéma maison. Il apprit à écouter les silences de Léo et les questions incessantes de Gaspard. Et tandis qu'Antoine s'humanisait, quelque chose d'autre commença à se produire. Il commença à regarder Élise non seulement comme la sauveuse de ses enfants, mais comme la femme qu'elle était. Il voyait comment le soleil frappait sa peau, comment des fossettes se formaient quand elle riait, la force tranquille de ses mains. Une nuit, après avoir couché les enfants, ils se rencontrèrent dans la cuisine. Élise était en train de laver des verres, bien que ce ne soit pas son travail. Antoine entra, cherchant de l'eau ou peu, être la cherchant elle. « Merci, dit-il, appuyé sur l'îlot en marbre. « Pourquoi, monsieur ? Pour m'avoir rendu ma maison. Avant, c'était juste un bâtiment coûteux. Maintenant, c'est un foyer. » Élise s'essuya les mains et se tourna. La distance entre eux était courte, chargée d'une électricité nouvelle, dangereuse, mais inévitable. Vous aviez l'amour à l'intérieur, monsieur Delacroix. Il était juste poussiéreux. Antoine fit un pas vers elle. Il voulait lui dire qu'elle était celle qui avait nettoyé cette poussière. Il voulait lui dire qu'il n'imaginait plus la vie sans son rire dans les couloirs. Mais le moment fut brisé lorsque le téléphone de la maison sonna de manière stridente et aiguë dans le silence de la nuit. Antoine répondit « C'était la sécurité de l'entrée. Monsieur, veuillez m'excuser, il y a une patrouille de police à la porte. Ils disent qu'ils ont reçu un appel d'urgence depuis cette adresse, un rapport de vol. » Le sang d'Antoine se glaça. Il regarda Élise, qui l'observait avec une curiosité innocente. « Vol ?» répéta Antoine. « Il ne s'est rien passé ici. Ils disent que l'appel a été fait par Madame de Valois, » répondit le garde. Antoine raccrocha lentement le téléphone. La paix des 2 dernières semaines se désintégra en 1 seconde. Le piège s'était activé. Geneviève n'était pas restée tranquille. Elle avait attendu le moment parfait pour attaquer là où cela faisait le plus mal. Il regarda Élise, qui était toujours là, lumineuse et tranquille, sans savoir que la tempête était sur le point d'entrer par la porte pour tenter de la détruire. Le piège de la vipère. Antoine raccrocha le téléphone, sentant que le sang lui glaçait dans les veines. La chaleur de la cuisine, ce petit refuge de normalité qu'il venait de partager avec Élise, s'évanouit instantanément, remplacé par un air glacial et sinistre. Il regarda Élise. Elle continuait à s'essuyer les mains avec un torchon de cuisine, avec un sourire léger encore dessiné sur ses lèvres, complètement inconsciente de la tempête qui était sur le point de renverser son monde. « Est-ce qu'il se passe quelque chose de grave, monsieur ?» demanda-t-elle, remarquant la pâleur soudaine sur le visage de son patron. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. »« Restez ici, Élise, » ordonna Antoine d'une voix tendue, ignorant sa question. « Ne quittez pas la cuisine, s'il vous plaît. » Antoine sortit en trombe vers le vestibule principal. Ses pas résonnèrent avec urgence sur le marbre, mais il arriva trop tard. La porte principale, cette immense structure de bois sculpté, qui était habituellement une barrière contre le monde extérieur, était déjà ouverte en grand. Les lumières bleues et rouges de la patrouille tournaient dehors, projetant des ombres violentes et dansantes sur les murs du manoir, tachant l'élégance du foyer avec la couleur de l'urgence. Sur le seuil, debout comme une statue de la vengeance, se tenait Madame Geneviève de Valois. Elle portait une robe de chambre en soie noire et tenait un mouchoir de dentelle contre son nez, feignant un sanglot que ses yeux secs et calculateurs démentaient. Devant elle, 2 officiers de police au visage sévère écoutaient attentivement. « C'est un outrage », sanglotait Geneviève, avec une théâtralité parfaite. « Ce bijou était la dernière chose qui me restait de ma pauvre fille décédée. Un sautoir de saphir unique, et il a disparu aujourd'hui, juste aujourd'hui. »« Geneviève, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?»
hurla Antoine faisant irruption dans la scène. Il s'interposa entre sa belle-mère et les policiers, respirant bruyamment. « Officier, il ne s'est rien passé ici. C'est une confusion domestique. Vous pouvez vous retirer. » L'officier le plus grand, un homme corpulent avec l'insigne brillant sous la lumière du lustre, fit un pas en avant sans se laisser intimider par le costume coûteux ou l'attitude de commandement d'Antoine. « Monsieur, nous avons reçu une plainte formelle de vol de grande valeur, » dit l'officier d'une voix monocorde. « La propriétaire nous a permis d'entrer. Je suis le propriétaire de cette propriété, » répliqua Antoine sentant la colère lui obscurcir la vue. « Et je suis la victime, » interrompit Geneviève en baissant le mouchoir pour révéler un sourire vipérine que seul Antoine put voir. « Antoine, je sais que tu as de l'affection pour la domesticité. C'est ta faiblesse, mais c'est sérieux. Mon sautoir de saphir et de diamants n'est pas dans mon coffret à bijoux. Et la seule personne qui est entrée nettoyer ma chambre aujourd'hui a été cette femme. » Antoine sentit une nausée profonde. C'était un mensonge. Élise n'entrait jamais dans la maison d'amis, ni dans les chambres privées, sans permission explicite. C'était un piège si grossier, si cruel, qu'il semblait sorti d'un cauchemar. « Élise n'est pas une voleuse, » dit Antoine en clouant ses yeux dans ceux de Geneviève. « Et tu le sais. Retire la plainte immédiatement, ou je te jure que… » « Ou tu me jures quoi ?» défia Geneviève en levant le menton. « Tu vas faire obstruction à la justice pour protéger une délinquante ? Officier, j'exige que vous fouilliez ses affaires. Si elle n'a rien à cacher, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, un bruit doux fit que tout le monde tourna la tête. Élise se tenait à l'entrée du couloir qui menait à la cuisine. Elle avait entendu les cris. Son visage, auparavant illuminé par l'espoir, était maintenant cendreux. Ses yeux grands et sombres allaient des policiers à Geneviève et finalement à Antoine, cherchant une explication, cherchant de la sécurité. « Monsieur Delacroix ?» Sa voix était un fil de peur. « Que se passe-t-il » Geneviève se tourna vers elle et pointa un doigt accusateur, long et osseux, comme une sorcière de conte maudissant la princesse. « La voilà. C'est la voleuse. Officier, faites votre travail. Cette femme a mes diamants. »« Madame, veuillez vous approcher » ordonna le policier, portant une main à sa ceinture près des menottes. Élise recula instinctivement. « Je n'ai rien pris. Je le jure devant Dieu. Je n'ai rien pris, » balbutia-t-elle, les larmes commençant à s'accumuler dans ses yeux. « Monsieur Delacroix, dites-leur qui je suis. » Antoine voulut courir vers elle, voulut la sortir de là et la protéger, mais le deuxième officier s'interposa sur son chemin, levant une main pour l'arrêter. « Monsieur, maintenez la distance. Si vous interférez, vous serez détenu pour obstruction. Nous allons procéder à la fouille. » La froideur de la loi tomba sur la pièce. Geneviève regardait la scène avec une satisfaction maladive. Elle avait calculé chaque mouvement. Elle savait qu'Antoine, aussi puissant qu'il soit, ne pouvait pas se battre contre la preuve physique sur le moment. Elle avait besoin de détruire la réputation d'Élise devant lui et devant les enfants. « Apportez son sac », ordonna Geneviève. « Elle a toujours ce vieux sac sale accroché à l'entrée. C'est sûr qu'elle y a caché le butin. » Élise regarda vers la petite table du vestibule où reposait son sac de toile usé, un objet humble qui jurait avec le luxe du manoir. Ce sac contenait sa vie, les photos de sa famille en Belgique, son ticket de bus, des bonbons qu'elle achetait pour les enfants avec son propre argent. Un des policiers prit le sac. Élise sentit qu'on lui arrachait le cœur. « Non, s'il vous plaît, ce sont mes affaires privées, » supplia-t-elle, sentant l'humiliation de la pauvreté exposée devant l'autorité. « Si elle est innocente, elle n'a rien à craindre, » dit Geneviève d'une voix vénéneuse. « Ou est-ce que par hasard les nounous magiques font aussi des tours de disparition de bijoux ?» Antoine serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Il savait que c'était un piège, mais il savait aussi que s'il essayait de les arrêter physiquement, il finirait menotté, et Élise resterait seule à la merci de Geneviève, qui pourrait démonter le piège après. Mais la douleur de voir Élise tremblante, traitée comme une criminelle dans sa propre maison, était une blessure qui ne guérirait pas facilement. Le climax de tension. L'officier plaça le sac de toile sur la table de marbre du vestibule. Le contraste était douloureux. Le tissu élimé et décoloré contre la pierre polie et brillante. D'un mouvement brusque et sans aucune délicatesse, le policier vida le contenu du sac. Les affaires d'Élise tombèrent éparpillées. Il n'y avait pas de luxe. Un peigne en plastique rose, un chapelet en bois bon marché, un porte-monnaie avec quelques pièces, un paquet de biscuits à moitié mangés et une photo froissée de sa mère. L'intimité de sa pauvreté fut exposée sous la lumière implacable du lustre en cristal. Élise sanglota, se couvrant la bouche avec ses mains.
Elle sentait le regard de Geneviève cloué sur sa nuque, un regard qui la brûlait. Le policier commença à fouiller parmi les objets avec indifférence, déplaçant le chapelet, ouvrant le porte-monnaie. « Il n'y a rien ici, madame », dit l'officier en regardant Geneviève avec scepticisme. Antoine lâcha l'air qu'il avait retenu. « Voilà », dit Antoine avec force, faisant un pas en avant. « Il n'y a rien, Geneviève. C'est le comble. Tu vas quitter cette maison ce soir même. » Officier, raccompagnez cette dame à la sortie. Mais Geneviève ne bougea pas. Son sourire n'hésita pas. « Cherchez bien, dit-elle doucement. Les voleurs sont rusés. Cette femme a cousu une poche secrète. J'en suis sûr. » Le policier fronça les sourcils, mais obéit. Il prit le sac de toile à nouveau et tâta le fond. Il sentit une bosse. Élise ouvrit les yeux avec terreur. Elle n'avait rien cousu. Elle n'avait pas de poche secrète. L'officier sortit un petit canif et déchira l'intérieur du sac. Le son du tissu se déchirant fut sec et définitif, comme un coup de feu. De l'intérieur, quelque chose tomba sur la table. Ce n'était pas un bonbon. Ce n'était pas une pièce de monnaie. C'était un sautoir. Un sautoir lourd en or blanc, incrusté de saphirs bleus et de diamants, qui étincelèrent violemment sous la lumière artificielle. Le bijou valait plus qu'Élise ne pourrait gagner en 10 vies de travail. Le silence qui suivit fut absolu, dense et terrifiant. Élise regarda le bijou comme si c'était un serpent venimeux qui venait d'apparaître parmi ses affaires. Elle secoua la tête, reculant, heurtant le mur. « Non », murmura-t-elle avec la voix brisée par la panique. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un l'a mis là. Monsieur Delacroix, croyez-moi. » Geneviève laissa échapper un soupir théâtral de triomphe. « Le voilà » cria-t-elle en montrant le bijou. « Je le savais. Une voleuse dans ma propre maison, pillant l'héritage de mes petits-enfants. » Le policier changea d'attitude instantanément. Le doute se dissipa. Il avait maintenant la preuve physique. Le corps du délit. Il se tourna vers Élise, non plus comme un officier ennuyé, mais comme un agent de la loi, face à une criminelle confirmée. « Madame, mettez les mains derrière le dos », ordonna-t-il en sortant les menottes de métal. « Non !» Le cri d'Antoine résonna dans tout le vestibule. Il se lança vers la table, regardant le sautoir, et ensuite sa belle-mère. « Tu l'as mis là ?»« C'est un montage. » Geneviève porta la main à sa poitrine, offensée. « Antoine, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. La preuve est claire. Il était dans son sac, cousu dans son. Accepte que tu t'es trompé sur elle. C'est une vulgaire délinquante qui a profité de ton deuil pour nous piller. » Le son métallique des menottes se fermant autour des poignets fins d'Élise fut le son le plus triste qu'Antoine ait jamais entendu. Clac, clac. Élise ne résista pas, mais pleurait inconsolablement, la tête baissée, vaincue non par la vérité, mais par le pouvoir. « S'il vous plaît, mes enfants, ne les laissez pas me voir ainsi », supplia-t-elle dans un murmure, préoccupée plus par le traumatisme des petits que par sa propre liberté. Mais c'était trop tard. Du haut du grand escalier en colimaçon, on entendit des pas petits et rapides. Élise. La voix somnolente de Gaspard brisa le cœur de toutes les personnes présentes. Les 5 enfants étaient là en pyjama, se frottant les yeux, réveillés par les cris. Ils étaient debout sur le palier, regardant en bas. Ce qu'ils virent fut un cauchemar. Leur chère Élise, leur maman haut, entourée de policiers gigantesques, les mains attachées derrière le dos, pleurant, et leur grand-mère Geneviève debout avec un air de victoire. « Élise !» cria Léo en descendant une marche, la panique déformant son petit visage. « Les enfants, retournez au lit !» cria Antoine, désespéré de les protéger de l'image, mais c'était inutile. Geneviève profita du moment pour donner le coup de grâce final, la leçon cruelle qu'elle voulait donner. Elle regarda en haut, vers ses petits-enfants, et parla d'une voix claire et dure. « Regardez bien, les enfants. Regardez ce qui se passe quand vous faites confiance à des gens qui ne sont pas de votre classe. Votre chère nounou est une voleuse. Elle nous a volés. La police l'emmène en prison. Où appartiennent les criminels? Vous ne la reverrez plus jamais. » La phrase tomba comme une guillotine. Les enfants commencèrent à pleurer et à crier, un chœur de douleur pure qui remplit le manoir. Léo tenta de descendre en courant, mais Gaspard le retint, tous deux pleurant, voyant comment les policiers commençaient à pousser Élise vers la porte. « Ne l'emmenez pas, elle est gentille !» criait un des jumeaux. Élise se tourna une dernière fois vers Antoine alors qu'on la poussait. Ses yeux étaient rouges, pleins de douleur, mais aussi d'une supplique silencieuse. « Prenez soin d'eux. Ne la laissez pas gagner. » Antoine resta paralysé pendant une seconde, voyant comment on emmenait la seule lumière que cette maison avait eue. Il vit le sourire de satisfaction de Geneviève, qui se recoiffait déjà, comme si elle venait de jeter les ordures. La colère qu'Antoine ressentit à ce moment-là ne fut pas chaude et explosive,
Elle fut froide, elle fut absolue. Ce fut la clarté d'un homme qui se rend compte que les règles du jeu ont changé. Geneviève avait franchi une ligne de non-retour. Elle avait blessé ses enfants pour gagner une dispute. « Emmenez-la », dit Antoine au policier d'une voix étrangement calme. Élise le regarda, dévastée, pensant qu'il l'avait aussi condamnée. Geneviève sourit, croyant qu'elle avait récupéré son gendre obéissant. Mais alors Antoine sortit son téléphone portable de la poche de son pantalon. Il ne regardait ni Élise ni Geneviève. Il regardait l'écran, le déverrouillant avec un doigt tremblant, mais décidé. « Emmenez-la », répéta Antoine, « mais n'allez pas très loin, car dans 5 minutes, cette patrouille va devoir revenir, et cette fois, ce ne sera pas pour amener la nounou. » Antoine leva les yeux et cloua son regard dans celui de Geneviève. « De quoi parles-tu » demanda la vieille femme, perdant un peu de son arrogance en voyant l'expression de loup sur le visage d'Antoine. « Tu as parlé de preuves, Geneviève », dit Antoine en marchant vers le centre du salon, juste en dessous d'une petite et discrète coupole de verre au plafond. « Tu as dit que la preuve est la seule chose qui compte. » Antoine leva le téléphone et ouvrit une application. L'écran montra une grille d'images en direct. « Tu as oublié un détail, belle-mère. Il y a 3 jours, après avoir vu les enfants jouer, j'ai fait installer des caméras de sécurité de dernière génération dans toute la maison, y compris le vestibule. Et elles ont l'audio. » La couleur disparut du visage de Madame de Valois si rapidement qu'elle ressemblait à un cadavre. Antoine tourna le téléphone vers les policiers qui s'étaient arrêtés à la porte avec Élise encore menottée. « Officier, attendez. Avant d'emmener cette femme innocente, je crois que vous voudrez voir le film complet de comment ce sautoir est apparu dans le sac. » Le silence revint dans le salon, mais cette fois c'était le silence précédant l'exécution de la vraie méchante, la preuve d'amour et de justice. Le temps dans le vestibule du manoir sembla se dilater, s'étirant jusqu'au point de rupture. La déclaration d'Antoine restait en suspens dans l'air, lourde et électrisante. Les policiers qui, quelques secondes auparavant, agissaient avec la routine automatique de celui qui arrête une criminelle commune, s'arrêtèrent net. La main de l'officier était toujours sur l'épaule d'Élise, la poussant doucement vers la sortie, mais leurs pieds s'étaient cloués au sol. Geneviève, de son côté, laissa échapper un rire nerveux, aigu et discordant qui rebondit sur les murs hauts du salon. « Caméras » répéta-t-elle, essayant de maintenir sa posture de matriarche intouchable, bien que le tremblement dans ses mains, qui s'accrochaient au mouchoir de dentelle, la trahissait. « Antoine, s'il te plaît, arrête de te ridiculiser. Tu délires à cause du stress. Il n'y a pas de caméra dans le vestibule. Il n'y en a jamais eu. Je connais cette maison mieux que toi. Tu connaissais la maison, Geneviève ?» corrigea Antoine, en marchant avec des pas lents et prédateurs vers le groupe. « Mais tu ne connais pas ce que je suis devenu pour protéger mes enfants. » Antoine arriva jusqu'aux officiers et tendit le téléphone. L'écran brillait d'une clarté de haute définition, illuminant les visages tendus des hommes de loi. « Regardez » ordonna Antoine. Ce ne fut pas une suggestion, ce fut un ordre. L'officier le plus jeune lâcha le bras d'Élise et se pencha pour voir l'écran. L'officier le plus âgé fit de même. Élise, avec les poignets encore emprisonnés par le métal froid des menottes, étira le cou, retenant sa respiration, priant en silence pour que ce petit appareil rectangulaire ait la vérité que ses mots n'avaient pas pu prouver. Écran, la vidéo commença à se dérouler. La date et l'heure dans le coin supérieur droit marquaient 16h15 de ce même après-midi. L'image montrait le vestibule vide et silencieux. Alors, une silhouette entra dans le cadre. Elle ne marchait pas avec l'élégance habituelle qu'elle montrait en public. Elle marchait furtivement, regardant des 2 côtés avec des mouvements rapides et nerveux. C'était Madame Geneviève de Valois. La caméra, située discrètement dans la moulure du plafond, captait chaque détail avec une netteté cruelle. Dans la vidéo, Geneviève s'arrêta devant la table où reposait le sac de toile d'Élise. Elle regarda vers la cuisine, s'assurant que la nounou était occupée. Ensuite, avec une rapidité pratiquée, elle mit la main dans la poche profonde de sa robe de chambre en soie. Les policiers observèrent hypnotisés comment la Geneviève de l'écran sortait le sautoir de diamants et de saphirs. Ils virent comment elle ne le laissait pas simplement tomber à l'intérieur du sac. Ils virent comment elle sortait une petite lime à ongles de son autre poche, déchirait l'intérieur du sac de toile et poussait le bijou avec force vers le fond, s'assurant qu'il reste caché, s'assurant qu'il ressemble à une cachette préméditée. Puis la Geneviève numérique sourit. Un sourire laid, plein de pure malice, avant de lisser sa robe de chambre et de sortir de la scène aussi vite qu'elle était arrivée. Antoine mit la vidéo en pause juste au moment de ce sourire macabre. Il leva les yeux du téléphone et regarda les officiers. « Voilà », dit Antoine avec une voix qui tremblait de colère contenue. « Violation de domicile, manipulation de preuves,
fausse déclaration et diffamation. Tout en 45 secondes de vidéo. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'officier corpulent, le même qui avait menotté Élise sans douter, leva lentement les yeux et cloua son regard dans celui de Madame de Valois. Son expression avait changé radicalement. Le respect pour la dame de la société s'était évaporé, remplacé par le mépris qu'un officier ressent quand il se rend compte qu'il a été utilisé comme un pion dans un jeu sale. « Madame », dit l'officier d'une voix grave. Geneviève recula, heurtant la table de marbre. Son visage était défait, pâle comme la cire. Le masque de grand-mère préoccupée était tombé, laissant voir la peur nue. « C'est faux !» cria Geneviève, en montrant le téléphone d'un doigt tremblant. « C'est un truc. De nos jours, ils font des fausses vidéos avec des ordinateurs. Mon gendre me hait. Il veut garder ma fortune. Il a édité ça. La vidéo est téléchargée sur le cloud en temps réel. Geneviève, coupa Antoine implacable. Elle a une marque de temps certifiée. Il n'y a pas d'édition. Il n'y a pas de truc, seulement toi et ton poison. » L'officier le plus âgé soupira, sortant une petite clé de sa ceinture. Il se tourna vers Élise. « Mille excuses, mademoiselle », murmura le policier avec un ton de honte sincère. « Nous avons agi trop vite. » D'un clic doux, les menottes s'ouvrirent. Élise sentit le métal se séparer de sa peau et lâcha l'air qu'elle retenait depuis des minutes dans un sanglot étouffé. Ses mains tombèrent sur ses côtés, libres. Elle se frotta les poignets où la peau était rouge. Mais la douleur physique n'était rien comparée au soulagement immense qui inondait sa poitrine. Antoine n'attendit pas. Au moment où les menottes tombèrent, il écourta la distance entre eux. Peu lui importait la présence de la police, ni le regard vénéneux de sa belle-mère. Il prit les mains d'Élise entre les siennes. Ses mains grandes et chaudes enveloppèrent les siennes, froides et tremblantes. « Pardonne-moi », murmura Antoine en la regardant dans les yeux, avec une intensité qui fit que le reste du monde disparut. « Pardonne-moi d'avoir permis que cela arrive aussi loin. Je n'aurais jamais dû laisser cette femme entrer dans nos vies. » Élise leva les yeux pleins de larmes et vit l'homme derrière le costume. Elle vit le protecteur. « Vous m'avez sauvé », répondit-elle dans un murmure. « Tu as toujours cru en moi, dit-il. Depuis que j'ai vu comment mes enfants te regardent, j'ai su qui tu étais, et j'ai su qui elle était. » Du haut de l'escalier, un cri brisa l'intimité du moment. Élise. Les enfants, qui avaient tout observé dans un silence terrifiant, en voyant qu'Élise était libre, descendirent les escaliers en courant comme une avalanche de pyjamas colorés. Ils ignorèrent leur grand-mère, ignorèrent la police. Ils se lancèrent sur Élise et Antoine, les étreignant, créant un bouclier humain autour d'eux. « Je savais que tu n'étais pas méchante », pleurait Gaspard en serrant la taille d'Élise. « Méchante grand-mère menteuse », cria Léo, pointant Geneviève du doigt depuis la sécurité des bras de son père. Cette phrase, « méchante grand-mère menteuse », prononcée par l'enfant qui avait été muet par traumatisme, fut la sentence finale. La descente de la méchante. Madame Geneviève de Valois était acculée. Physiquement, elle était contre la table du vestibule. Moralement, elle était dans l'abîme. Mais les personnes comme Geneviève, habituées à avoir le pouvoir absolu pendant des décennies, n'acceptent pas la défaite avec dignité. Elles l'affrontent avec fureur. En voyant ses petits-enfants la rejeter et étreindre la servante, quelque chose se brisa à l'intérieur de la vieille femme. La façade de civilité se désintégra complètement. « Ne me touchez pas !» cria Geneviève quand un des officiers tenta de lui demander de se calmer. « C'est ma maison. Ma fille a construit cette famille, et toi ?» Elle pointa Antoine avec une haine viscérale. « Tu craches sur sa mémoire, en la remplaçant par cet affamé qui ne sait même pas utiliser les couverts. » Antoine se sépara doucement de l'étreinte des enfants, les laissant aux soins d'Élise. Il se tourna vers Geneviève. Son visage ne montrait plus de la rage, il montrait quelque chose de bien pire pour elle, l'indifférence absolue. « Ta fille !» dit Antoine d'une voix glaciale, « serait en train de vomir de honte si elle te voyait aujourd'hui. Elle aimait ses enfants. Tu ne t'aimes que toi-même et ton statut. Je suis la seule qui maintient l'honneur de ce nom, » hurla Geneviève en se recoiffant les cheveux en désordre avec des mains frénétiques. « Sans moi, ils deviendront des sauvages. Regarde-les enlacés à la domesticité comme s'ils étaient égaux. »« Ils sont égaux, Geneviève, » dit Antoine en faisant un pas vers elle, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « En fait, Élise a plus de classe dans son petit doigt sale de terre que toi dans tout ton corps couvert de diamants volés. » L'officier de police s'éclaircit la gorge, interrompant la tension familiale. « Monsieur Delacroix, étant donné la vidéo, nous avons une cause probable pour arrêter Madame de Valois pour fausse déclaration et altération de preuves. Désirez-vous procéder ?» La question resta en suspens. Arrêter la grand-mère, l'emmener menottée. Ce serait le scandale du siècle dans la haute société. Geneviève pâlit.
se rendant compte que son immunité sociale venait de s'évaporer. Elle regarda Antoine avec terreur, attendant le coup de grâce final. Antoine regarda ses enfants. Il vit leurs visages effrayés. Il ne voulait pas que leur dernier souvenir de leur grand-mère soit de la voir être traînée par la police. Il ne voulait plus de traumatisme, il voulait la paix. « Non !» dit Antoine sans cesser de regarder Geneviève avec mépris. « Je ne veux pas que mes enfants voient cela. Cela ne vaut pas la peine de la procédure. » Geneviève laissa échapper un soupir de soulagement, un sourire arrogant commençant à se former sur ses lèvres, pensant qu'elle avait gagné par son. « Que diront-ils ? Je savais que tu n'oserais pas, Antoine. Au final, tu sais que tu as besoin de moi. » « Tu te trompes, » la coupa Antoine. « Je ne vais pas te dénoncer parce que je ne veux pas perdre une seconde de plus de ma vie avec toi. Mais écoute-moi bien, Geneviève, tu as 10 minutes. »« Quoi ?» Le sourire de Geneviève se figea. « Et dans 10 minutes, » répéta Antoine en regardant sa montre, « pour aller à la maison d'amis, prendre tes affaires essentielles et déguerpir de ma propriété. J'enverrai tes valises et tes meubles demain là où tu me diras. Mais toi, physiquement, tu sors d'ici aujourd'hui. Tu ne peux pas me chasser. J'ai des droits. Je suis la grand-mère. Si dans 10 minutes tu es toujours là, continua Antoine en baissant la voix à un ton létal, alors oui, je remettrai la vidéo au procureur. Et pas seulement pour aujourd'hui. Je demanderai un audit des comptes de la fondation que tu gères au nom de mon épouse. Et nous savons tous deux que là aussi je trouverai des erreurs, n'est-ce pas? La couleur disparut du visage de Geneviève définitivement. Le chantage émotionnel était terminé. Maintenant, c'était une guerre nucléaire, et Antoine avait le bouton rouge. Elle savait que ses manœuvres financières ne résisteraient pas à une inspection. Elle était vaincue. Totalement et absolument vaincue. « Tu es un ingrat » cracha-t-elle. Mais sa voix n'avait plus de force. C'était le sifflement d'un serpent agonisant. Elle se tourna vers les enfants, tentant une dernière manipulation désespérée. « Les enfants, venez avec grand-mère. Votre père est devenu fou. Venez, je m'occuperai de vous. » Les 5 enfants ne bougèrent pas. Gaspard, l'aîné, prit la main d'Élise et la serra fort. Léo cacha son visage dans la jambe de son père. Le rejet fut total. Le silence des enfants cria plus fort que n'importe quelle insulte. Geneviève sentit le coup. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle était seule. Elle n'avait pas de famille. Elle n'avait que des bijoux et de l'orgueil. Et les deux étaient de froids compagnons pour la vieillesse. « Bien », dit-elle avec des larmes de rage dans les yeux. « Restez dans votre porcherie. Restez avec votre servante. Mais quand vous en aurez assez de jouer à la petite maison pauvre, et que vous vous rendrez compte de ce que vous avez perdu, ne venez pas me chercher. » Geneviève fit demi-tour. Elle marcha vers la porte, essayant de maintenir la dignité, mais ses pas étaient maladroits. Les officiers de police l'escortèrent, s'assurant qu'elle respecte l'ordre d'expulsion. La porte principale se ferma derrière elle avec un bruit lourd et définitif. Clac. Le son résonna dans le vestibule, mais cette fois, il n'y eut pas d'écho de solitude. Antoine resta à regarder la porte fermée pendant quelques secondes, sentant qu'un poids de tonnes se levait de ses épaules. La méchante était partie. L'ombre qui obscurcissait la maison s'était finalement dissipée. Il se tourna vers sa famille. Élise était agenouillée au sol, étreignant les 5 enfants, les calmant, leur murmurant que tout allait bien, que le monstre n'était plus là. Antoine s'approcha d'eux, desserra sa cravate, enleva son blazer et le jeta sur une chaise Louis XV, d'une valeur inestimable sans même le regarder. Il s'agenouilla à côté d'eux. « Elle est partie », dit Antoine doucement. « La peur est terminée. » Élise leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent. Au milieu du chaos, de l'adrénaline et de la douleur, quelque chose de nouveau naquit. Une promesse silencieuse. « Merci », lui dit Antoine, en prenant la main d'Élise une fois de plus, cette fois sans intention de la lâcher de sitôt. « Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. »« La famille n'abandonne pas, monsieur, » répondit-elle avec un sourire fatigué, mais radieux. « Et même si on m'avait emmené, mon cœur restait ici. » Antoine sourit. « Eh bien, maintenant le reste de toi aussi reste pour toujours. » Les enfants applaudirent, brisant la tension avec des rires nerveux mais heureux. Et dans ce vestibule de marbre froid, pour la première fois on sentit la chaleur d'un véritable foyer, la résolution finale et la renaissance. Le bruit du verrou de la porte principale se fermant fut le son le plus doux qu'Antoine ait entendu depuis des années. Ce ne fut pas un coup sec, ce fut comme le soupir final d'une bête qui a été expulsée de la grotte. Le silence qui inonda le vestibule n'était plus le silence oppressant d'un mausolée, froid et exigeant. C'était un silence chaud, le genre de calme qui reste après un orage d'été, quand l'air sent la terre mouillée et la propreté. Antoine appuya son front contre le bois sculpté de la porte pendant une seconde, fermant les yeux.
Il sentait l'épuisement physique de l'adrénaline abandonner son corps, lui laissant les genoux un peu faibles, mais le cœur étrangement léger. Geneviève était partie. L'ombre qui avait obscurci chaque coin de cette maison, chaque souvenir de son épouse, chaque tentative de bonheur de ses enfants, s'était finalement dissipée. En se tournant, la scène qu'il trouva le désarma. Élise était toujours au sol, entourée des 5 enfants, mais il ne pleurait plus de peur. Maintenant, c'était un pleur de soulagement, de délivrance. Gaspard caressait les cheveux de la nounou comme s'il voulait s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle ne s'était pas évanouie. Léo était blotti sur ses genoux, le pouce dans la bouche, mais les yeux grands ouverts et brillants, surveillant la porte pour s'assurer que la sorcière ne revienne pas. « Monsieur Delacroix », dit Élise en essayant de se lever, lissant sa robe froissée et sale de la journée dans le jardin. « Pardonnez le désordre. Je vais ramasser ça et préparer le dîner. Les enfants doivent avoir faim. » L'inertie du service. Même après le traumatisme, son instinct était de servir, de nettoyer, de disparaître dans la fonctionnalité. Antoine traversa le vestibule en 3 longues enjambées et l'arrêta, posant une main douce sur son épaule. « Non », dit-il. Élise le regarda confuse, la peur brillant encore au fond de ses pupilles. « Non, mais monsieur, la cuisinesse. Tu ne vas pas cuisiner, Élise, et tu ne vas pas nettoyer. » Antoine regarda le sac de toile déchiré sur la table, le symbole de la violation de sa vie privée. « Aujourd'hui, tu es l'invité d'honneur dans cette maison. » Antoine s'accroupit pour être à la hauteur de ses enfants. « Qui veut de la pizza ?» demanda-t-il, avec un sourire complice. Les yeux des 5 enfants s'ouvrirent comme des soucoupes. Pizza. La grand-mère Geneviève avait interdit la malbouffe sous peine de punition sévère. Dans cette maison, on ne mangeait que du poisson à la vapeur et des légumes sans saveur. « Vraiment, papa ?» demanda Gaspard incrédule. « Avec extra fromage ? Avec extra tout ?» affirma Antoine en se levant et en sortant son portable. « Nous allons la manger dans le salon. » Par terre, en regardant des dessins animés. Un cri de jubilation collective éclata dans le vestibule, effaçant les dernières traces de la tension policière. Cette nuit-là, le manoir du silence mourut officiellement. Le salon, avec ses canapés en cuir italien que personne ne pouvait toucher, se convertit en un campement. Des boîtes de pizza grasses sur la table basse en cristal, des verres de boissons gazeuses, une autre interdiction levée, passant de main en main. La télévision géante, qui n'était utilisée que pour regarder les informations financières, projetait des couleurs brillantes de dessins animés. Antoine était assis sur le tapis persan avec sa cravate jetée dans un coin, mangeant un morceau de pizza avec ses mains. Il regardait ses enfants, les voyait rire la bouche pleine, se tacher le pyjama de sauce tomate, se battre pour le dernier morceau de pepperoni, et au milieu de tout, Élise. Elle riait avec eux. Mais de temps en temps, son regard cherchait celui d'Antoine. Et dans ce croisement de regards, il y avait une conversation silencieuse de 1000 mots. « Merci. Nous sommes en sécurité. C'est réel. » Quand les enfants tombèrent finalement de fatigue, endormis les uns sur les autres comme des chiots épuisés, la maison resta dans une paix profonde. Antoine porta Léo, et les jumeaux à leur lit. Élise amena les aînés. Ils se rencontrèrent dans le couloir du 2e étage, sous la lumière tamisée des lampes murales. « Vous devriez aller vous reposer, monsieur », murmura Élise. La journée a été longue. Antoine hocha la tête, mais ne bougea pas. « Élise, à propos de ce que j'ai dit en bas. » Elle baissa les yeux, nerveuse. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je sais que vous l'avez dit pour effrayer votre belle-mère. Je n'attends rien. Je sais quelle est ma place. » Antoine fit un pas vers elle, envahissant doucement son espace, l'obligeant à lever les yeux. « Ta place, » dit-il d'une voix ferme et grave, « n'est plus le quartier du personnel. » Élise retint son souffle. « Monsieur, je vais te licencier, » dit Antoine. Le cœur d'Élise s'arrêta pendant une seconde. Il la renvoyait. « Après tout, je vais te licencier comme nounou, » clarifia-t-il rapidement, voyant sa panique. « Parce que je ne peux pas te payer pour aimer mes enfants. Cela n'a pas de prix. Je veux que tu restes, mais pas comme employé. Je veux que tu restes comme partie de ceci. » Partie de quoi? De cette famille que nous essayons de reconstruire. Antoine passa la main dans ses cheveux, nerveux comme un adolescent. « Je ne sais pas ce que nous sommes, Élise. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Je sais seulement qu'aujourd'hui, quand je t'ai vu avec les menottes, j'ai senti qu'on m'arrachait la vie et je ne veux plus jamais ressentir cela. » Élise sourit. Une larme solitaire roula sur sa joue. « Moi non plus, je ne veux pas partir, Antoine. » Ce fut la première fois qu'elle l'appela par son prénom, sans le monsieur. Et ce simple changement de mots fit tomber la dernière barrière entre le monde des riches et le monde des sentiments. Antoine lui prit la main et l'embrassa doucement. «
non comme un galant de telenovela, mais avec la dévotion d'un homme qui a trouvé de l'eau dans le désert. Bonne nuit, Élise. Bonne nuit, Antoine. Épilogue. 1 an après, la récolte de l'amour. Le soleil tropical brillait avec la même intensité que ce jour fatidique, mais tout le reste avait changé. Le jardin arrière du manoir ne ressemblait plus à une revue d'architecture minimaliste, il ressemblait maintenant à un vrai jardin. Il y avait une cabane dans les arbres un peu de travers construite dans le vieux chêne, œuvre d'Antoine et Gaspard, avec plus d'enthousiasme que d'habileté technique. Il y avait un but de football avec le filet déchiré. Il y avait des vélos jetés sur la pelouse. Il y avait de la vie. Antoine était près du barbecue avec un tablier qui disait « Le chef de la viande, retournant des hamburgers ». Il ne portait plus de costume le dimanche. Il portait des bermudas et un polo, et il paraissait 5 ans plus jeune. Les cernes avaient disparu, remplacées par des lignes d'expression autour des yeux, marque de celui qui rit souvent. « Papa, Léo me mouille !» cria un des jumeaux en courant vers lui. « C'est de la légitime défense !» cria Léo, qui maintenant à ses 4 ans ne s'arrêtait plus de parler une seconde. Il courait avec un pistolet à eau, poursuivant ses frères avec une dextérité tactique impressionnante. Antoine rit en retournant la viande. « Réglez ça sur le terrain !» leur cria-t-il sans cesser de sourire. La porte de la cuisine s'ouvrit et Élise sortit. Elle portait une robe d'été simple et jaune qui faisait ressortir sa peau bronzée et ses cheveux foncés. Dans sa main, elle n'apportait ni tuyau ni torchon. Elle apportait un plateau avec de la limonade, et à son annulaire brillait une bague. Ce n'était pas un diamant ostentatoire comme ceux qu'aimait Geneviève. C'était une émeraude, verte comme l'espoir, verte comme le jardin où tout avait commencé. Elle marcha vers Antoine et il laissa les pinces du barbecue pour l'entourer d'un bras et lui donner un baiser rapide sur la tempe. « Ça sent bon », dit-elle en appuyant sa tête sur son épaule. « Ça sent le foyer », répondit-il. Soudain, le bruit d'une voiture s'arrêtant sur le gravier de l'allée attira leur attention, mais personne ne se tendit, personne n'eut peur. C'était le facteur. « Des nouvelles d'elle » demanda Élise à voix basse, connaissant la réponse. Antoine secoua la tête, son expression devenant un peu plus sérieuse mais pas triste. L'avocat dit qu'elle vit sur la côte d'Azur, dans un petit appartement, seule. Elle a tenté de porter plainte quelquefois pour les droits de visite, mais les juges ont vu la vidéo et les rapports psychologiques des enfants. « Ce n'est pas la peine, c'est triste », dit Élise en regardant les enfants jouer. Elle avait tout l'argent du monde, mais elle a choisi d'être pauvre de cœur. « Nous avons gagné », dit Antoine en serrant Élise contre lui. Elle est restée avec son orgueil. « Nous sommes restés avec la joie. À table », cria Élise, et la débandade de 5 enfants affamés interrompit la philosophie. Ils s'assirent tous autour de la grande table en bois qu'Antoine avait fait installer sous la pergola. Il n'y avait plus de silence inconfortable, il y avait du bruit, il y avait des histoires de l'école, il y avait des mauvaises blagues de Gaspard, il y avait du lait renversé. Antoine regarda la scène. Il se rappela l'homme qu'il était il y a 1 an, abattu, seul dans sa voiture de luxe, craignant d'entrer dans sa propre maison. Et il regarda l'homme qu'il était aujourd'hui, taché de charbon, entouré de cris, aimant une femme qui lui avait enseigné que la richesse n'est pas à la banque. Il prit son verre de limonade et le leva. « Un toast », dit Antoine. Les enfants levèrent leur verre en plastique et Élise leva le sien. « À quoi on porte un toast, papa ?» demanda Léo avec sa petite voix curieuse. Antoine regarda Élise dans les yeux et ensuite ses enfants. « À l'eau » dit Antoine en souriant. « À l'eau qui nettoie tout et à la femme qui a amené la pluie. »« Santé à maman eau » crièrent les enfants. Élise rit, les yeux pleins de larmes de bonheur, tandis que le soleil se couchait, baignant la famille dans une lumière dorée et parfaite. Et cette fois, il n'y avait personne pour fermer la clé de passage. Le bonheur coulait enfin librement. Fin.